je connais pas de projet dans le monde qui ne soit pas mort d'avoir eu autant de choses en même temps. Donc le risque était que le projet tombe. Mais c'est certainement dans le top 5 des projets les plus compliqués et les plus ambitieux qui se réalisent dans le monde, dans ce domaine-là. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout, un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Aujourd'hui, à Prochaine Station, on fait une grande entrevue avec Jean-Marc Arbeau, qui est président et directeur général de CDPQ Infra. Jean-Marc, bienvenue à Prochaine Station. Bonjour Jean-Vincent. Jean-Marc, en ce moment, au moment où on enregistre le balado, on est à l'aube, on est tout près de l'ouverture du REM du côté de la Rive-Sud, mais évidemment, il y a une décision qui va être prise, une décision très importante. Évidemment, tu es un joueur clé dans cette décision-là d'ouvrir le REM. Pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être prêt à donner le feu vert à cette ouverture-là du côté de la Rive-Sud? Je dirais essentiellement, il y a 4 composants avant de dire qu'un système tel que le REM peut être ouvert pour le public. Il y en a un premier qui est la conformité à tous les règlements en termes de sécurité pour les futurs clients, usagers du système. La deuxième, c'est de faire des tests pour être certain que le système en soi, tous les automatismes, les trains, les portes qui s'ouvrent automatiquement, les capteurs, etc., fonctionnent avec une performance qui fait que le système soit performant et disponible tous les jours et ne connaisse pas de panne importante. Soit fiable. Soit fiable. Ça fait 2. Le troisième, c'est, même si le système est automatique, il faut qu'il est géré par des gens et que l'ensemble du personnel qui va travailler pour faire fonctionner le système chaque jour soit totalement formé et prêt pour faire fonctionner le système et recevoir le public. Puis le dernier composante, c'est l'intégration avec les réseaux de systèmes existants. Parce qu'au fond, le REM, c'est un système de transport important, mais il faut qu'il soit alimenté par les autobus, que la connexion au parking soit prête, que les usagers puissent disposer de l'ensemble des informations pour où acheter leur billet, comment tout ça va fonctionner. Donc, lorsque ces 4 composantes ces 4 points sont remplis, à ce moment-là, on dit qu'on est prêt à mettre le système en service. Donc, ultimement, il y a un feu vert à donner, mais c'est ces 4 composantes-là qu'il faut surveiller avant. Oui. Quand les 4 sont prêtes, à ce moment-là, on donne le feu vert. Puis, on est je le disais, à l'aube de l'ouverture. Tu nommes un peu les 4 composantes. Il y a le côté un peu fonctionnel, mais il y a un peu le côté aussi, le sentiment. Comment toi, tu te sens dans ce dernier droit-là? Est-ce que c'est au jour après jour, c'est les problèmes se règlent ou il y a un peu un regard encore plus présent, déterminant de suivre justement que tout s'avère? Comment tu sens? Tu jongles avec cette pression-là aussi? Voilà, il y a beaucoup de questions oui, là-dedans. Je sais. Donc, il y a la première, c'est que c'est le moment où tout doit se mettre en place, puis non, ça doit se suivre au quotidien. Puis je dirais que j'ai une liste d'à peu près 200-250 items qui sont suivis, mis à jour, parce que tout avance. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place, mais elles ne sont pas achevées à l'heure où on se parle. Mais il faut vraiment vérifier que chacune se ferme à notre satisfaction au fur et à mesure pour qu'on puisse être certain des résultats et d'ouvrir. Parce que je t'ai nommé, tu es président, directeur général, les gens pourraient avoir l'impression qu'il y a une certaine distance, mais non, tu es quotidiennement dans le dernier droit. Oui, je suis pas mal quotidiennement, en tout cas tous les matins,
Je travaille sur le projet. T'es à la conception au départ. C'est quand même plus ou moins moi qui l'ai conçu dans l'ensemble. Ouais. Et puis développer CDPQ Infra. Donc non, oui, je suis impliqué au quotidien dans l'ensemble des tests, essais, mise en service, interface avec les autres parties pour faire que le système puisse s'ouvrir pour le public. Puis là, pour les gens qui ne le savaient pas, moi je le sais parce qu'on se côtoie depuis mais au début du projet en 2015, tu étais seul. Oui. 2015, bon, ça peut paraître loin, mais pour un grand projet comme ça, c'est rien du tout. Aujourd'hui, on est en 2023. On est quoi, 4-5 000 personnes à travailler sur le REM en ce moment? En ce moment, oui, en comptant les travailleurs, etc., qui travaillent, tous les travailleurs qui travaillent sur le chantier de construction, etc., oui, il y a à peu près 4-5 000 personnes. C'est énorme. Et récemment, tu as dit quelque chose qui m'a marqué, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu as dit, le REM, il y a le volet technique, les tunneliers, les poutres de lancement, bon, on le voit, mais il y a aussi le facteur humain. Tu as présenté ça comme une grande aventure humaine. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? C'est à cause de... Ce qui est difficile à expliquer sur des projets comme ça, c'est qu'à la fin, c'est les gens qui font la différence. Techniquement, on peut remplir tous les papiers qu'on veut, etc. Puis tous les documents, puis Dieu sait qui en a. Il doit en avoir. Mais c'est pas ça le vrai enjeu. C'est que tout le monde travaille ensemble pour obtenir le même résultat, pour aller vers un projet qui fonctionne. Puis il y a aussi une autre chose c'est la durée. Moi, ça fait 7 ans maintenant. Je pense qu'on a présenté le projet début 2016, mais j'ai commencé à travailler dessus à l'août 2015. 7-8 ans. Il y a peu de projets ou de choses dont on s'investit dans le monde, où on dit, avant de voir le résultat du travail, puis ça répond un peu à la question comment on se sent. Tu viens de mettre 8 ans de ta vie, avec un peu de chance, 10%, de la vie avant d'avoir, tant que c'est pas en service, et tant que ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Non. Et donc là, on a... puis je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont donné de nombreuses années et qui sont toujours là et qui travaillent pour arriver à ce premier résultat. Puis il reste encore toute la partie ouest pour laquelle l'aventure sera la même, mais bon, on va déjà regarder celle-là, mettre en service la rive sud. Oui, c'est bien aussi que tu nommes, parce que ce qu'on s'apprête à mettre en service, c'est 16 km environ, c'est la rive sud. Il reste la suite, mais quand je parlais à des gens autour de moi, 16 km quand même de ligne de métro automatique, c'est déjà gros, là. Oui, c'est déjà un gros projet, c'est beaucoup. Puis c'est surtout que il faut bien comprendre une fois qu'on a mis en service celle-là, on finit les autres branches, mais d'ici, je dirais 18 mois, à peu près, là, on va mettre en service le reste. Ouais. Donc en fait, là, on rentre dans une phase où on met un premier en service, et puis après on continue. On continue pendant encore 18 à 2 ans là, pour avoir la totalité du système. Puis, juste, on prend un peu de perspective. Quand je regardais ça, le REM 67 km, là, ça va être une des plus longues, sinon la plus longue ligne de métro automatisée dans le monde, à 67 km quand tu regardes les autres projets. Tu ajoutes à ça les 3 branches. Il y a une complexité d'avoir une espèce d'orchestration. Tu ajoutes à ça la composante hivernale qui est un autre facteur. En ce moment, c'est-tu un des projets les plus ambitieux dans le monde en termes de technologie, d'ampleur? Certainement. En tout cas, c'est difficile de savoir toujours quels sont, puis ils partent pas tous au même moment, et puis il y en a qui mettent plus longtemps, etc. Est-ce qu'on sait... mais c'est certainement dans le top 5 des projets les plus compliqués et les plus ambitieux qui se réalisent dans le monde, dans ce domaine-là. Moi, une fois que, on dirait que je me dis ça, je me dis c'est ambitieux, mais là, je voudrais que tu me parles aussi d'un moment qu'on a dû traverser, qui n'est pas quelque chose de banal. Au contraire, c'était un peu une tempête parfaite, comme tu l'as qualifié en 2020.
que peu de projets ont à traverser. J'aimerais ça que tu reviennes sur cet événement-là ou cette période-là. C'est pas juste un événement, c'est quand même une vaste période là, qu'on a dû traverser. Ben, c'est une vaste période, oui, mais peut-être pour refaire un peu l'histoire, je pense de toute façon que c'est un moment dont je me souviendrai, là, puis j'expliquerai pourquoi. C'est un des moments importants du projet pour moi. Mais dans l'espace de 3 mois à peu près, en août, dans l'été 2020, là, à peu près, fin du printemps, début été 2020, il s'est passé de nombreuses choses. La première, c'est qu'il y avait un directeur de projet qui gérait le projet au quotidien qui est décédé excessivement rapidement. L'arrivée de la pandémie et la nécessité de... On ne peut plus travailler dans des bureaux, etc. Il faut se réinventer sur la forme de travail, avec un chantier où il y a 3000 ouvriers. La découverte de dynamite qui était centenaire dans le tunnel du Mont-Royal. Puis on a aussi constaté qu'une partie du tunnel sous la rue McGill avait été complètement était dans un état de détérioration très avancé à cause d'infiltration de sel, et quand il avait été construit, ça ne s'était pas pris en compte. Puis on a eu aussi des problèmes avec un tunnelier, c'est à peu près la même période, le tunnelier qui passait sous les pistes, qui passait dans des terrains hétérogènes, pas pour une longue distance, 300-400 mètres, mais qui s'est retrouvé coincé là. À ce moment-là, donc moi j'ai été obligé instantanément de reprendre complètement le contrôle du projet, mais on avait tous les ingrédients. C'était une tempête parfaite, mais ce qu'on avait surtout, c'est... En tout cas, je ne connais pas de projet dans le monde qui ne soit pas mort d'avoir eu autant de choses en même temps. Donc le risque était que le projet tombe ou prenne des années et des années de retard. Puis là, je dois dire que ce que j'ai trouvé de vraiment remarquable, c'est que tout le monde, à la fois nos équipes, mais les équipes de nos partenaires, fournisseurs, etc., la caisse de dépôt, la maison mère, tout le monde a cherché à trouver les meilleures solutions. Et puis, il fallait prendre des décisions. On a pris beaucoup de décisions dans peu de temps, mais on a vraiment eu un support pour nous aider à prendre des décisions, la contribution autour de ça. Puis ça, vraiment, c'est une mobilisation humaine. C'était à la fois chez les constructeurs, hein, chez Nouvelle Air, chez Alstom était moins touché là, GPMM, les autres, mais la caisse de dépôt, tout le monde a travaillé à amener des solutions. Le bon exemple, c'est quand on s'est mis à forer on ne pouvait plus faire de percement pour installer les différents systèmes qu'on a besoin d'installer dans le système, dans le tunnel. Donc, on a mis au point des systèmes avec des robots pour aller forer avec des robots. Et les robots étaient plus contrôlés par des opérateurs. Les opérateurs étaient dans des cabines à 500 mètres du robot et jouaient sur un joystick comme un jeu vidéo pour faire les trous. Évidemment, ça change toute la logistique, il faut tout changer. Et tout ça sur Teams, sans vouloir faire de la publicité. Non, mais c'est... Parce que c'est ça qui était complètement... pour une petite histoire, je devrais dire qu'à ce moment-là, je regardais mon agenda, j'avais 80 réunions semaine. Elles n'étaient pas d'1 heure, toutes. Mais pour être certain que la coordination, qu'on arrivait à fonctionner et prendre des décisions, on faisait des réunions de 15 minutes, Puis finalement, on est passé au travers. Donc on a eu... puis là, on arrive au bout sur une des portions. Puis c'est vraiment le résultat d'un travail d'équipe remarquable. C'est ça. C'est que une fois qu'on voit le résultat, puis toi, j'imagine à chaque rencontre de 15 minutes, tu le voyais, c'est que c'est une foule de décisions qui doivent être prises dans des laps de temps
qui finalement, cette somme-là permet de passer à travers. Mais c'est une série de décisions dans des laps de temps, j'imagine, très rapides. Là. Tu ne peux pas te permettre de faire des analyses puis des contre-analyses. Tu fais des analyses, mais à un moment donné, il faut avancer. Là. Oui, puis c'est parce qu'à chaque fois, il y a une solution, mais il faut en choisir une. Rapidement. Puis, comme pour toutes les décisions, il n'y a jamais de décision qui soit parfaite. Ou en tout cas, s'il y a quelqu'un qui sait en prendre, je suis prêt à avoir une longue discussion avec lui, mais il y a toujours des avantages, des inconvénients. Et il y a toujours différentes alternatives. Elles peuvent être temporelles, elles peuvent être techniques, elles peuvent être financières, en termes de risque, en termes de... Mais il fallait prendre des décisions. Puis on a pris des décisions par rapport à ça, dans l'ensemble. Quand on regarde ça, il y a les décisions, puis il y a l'œuvre du temps. Là, on a traversé, comme tu le dis, une période très difficile. Qu'est-ce qu'au final, dans quelques temps, disons, va faire en sorte que tu vas être satisfait de ce regard-là, de tout ce qu'on a traversé et surtout de ce qu'on a bâti avec le REM? La construction, la réalisation d'un projet, une fois que c'est fini, c'est fini. C'est comme une aventure, là. C'est comme une traversée de la mer avec un équipage, puis tu arrives à destination. Puis pour moi, la satisfaction, c'est arriver à destination. Mais qu'est-ce que ça veut dire, arriver à destination? C'est les gens qui vont l'utiliser, qui vont s'approprier le système. Si ça change quelque chose dans leur vie, qu'ils en bénéficient, que l'ensemble de la société en bénéficie, à ce moment-là, ça sera accompli. C'est aussi pour ça, c'est la même chose que ce que je disais au début. Il y a les 4 paramètres qui sont fondamentaux avant de mettre un système en service. Parce que la vocation, c'est que les gens soient satisfaits, que ça leur plaise, qu'ils se l'approprient. Puis c'est ça l'unique mesure de réussite. Le reste... Ouais. Parce qu'au final, ça va leur appartenir. C'est leur réseau. C'est sûr. C'est leur réseau. Là, on a parlé du REM comme un leg, l'infrastructure, mais derrière le leg, l'infrastructure, puis tu as raison, ça va appartenir aux gens. Il y a aussi un leg, disons, moins tangible, mais qui est très important pour toi aussi. C'est ce qu'on aura développé, l'expertise qu'on aura développée. C'est une chose qu'on avait peut-être sous-estimée un peu au début. L'histoire est présente. Montréal a une histoire de faire des systèmes de transport en commun il y a 50 ans. Puis j'ai rencontré quelques personnes qui étaient encore vivantes, puis qui faisaient ces projets-là à ce moment-là, mais il ne reste plus beaucoup. Puis quand on a démarré le projet, puis en plus on l'a fait très rapidement, là, une des choses les plus difficiles, ça a été de trouver la compétence et l'expérience pour travailler sur ce genre de projet-là. Puis à beaucoup de niveaux, on a été obligé de... C'est peut-être trop rentré dans les détails, mais au fond, ce que ça fait, c'est que ça a cristallisé un développement d'expérience. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes. Il doit y avoir 80 nationalités qui travaillent sur le projet, là, avec des compétences très variées qu'on n'imagine pas. Il y a besoin de spécialistes informatiques, de spécialistes techniques. Juste l'installation des rails, moi j'avais entendu, ça fait quand même des années qu'on n'avait pas installé comme ça un vaste système de rails neufs. Oui, puis avec des technologies modernes. Ouais. Il faut les faire approuver. Exact. C'est très différent des technologies des rails du CN, puis on ne veut pas ça, parce que c'est le confort des usagers, etc. Mais il faut présenter quelque chose à des gens qui n'ont jamais vu ce genre de système-là, d'autorités qui font la réglementation, des choses comme ça. C'est pas toujours facile. Donc, ça va loin. Ça va dans quel type de rails, comment les installer. Ça va aussi dans la gestion des grands projets, parce que ça a une taille où il y a des choses qui sont hors de l'habituel, du travail.
même en termes de santé et sécurité sur les chantiers. On a mis toutes les procédures, etc., qu'il fallait, toute la documentation. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, les sous-traitants qui intervenaient n'étaient absolument pas familiers avec certaines règles ou modes de fonctionnement de chantiers d'importance. Donc il fallait former, renforcer, etc., pour que de tels projets puissent se réaliser. L'amplitude est énorme. J'ai Oui. l'impression qu'il y a du monde qui disait, puis c'est un peu ce que j'entends dans tes propos, c'est à l'époque des grands projets, barrages, Bay James de ce monde, il y avait comme une espèce d'engouement puis une expertise qui s'est développée encore aujourd'hui, on ressent dans ces grandes firmes d'ingénierie. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment, un peu ce que tu nommes, c'est ça, c'est qu'on a ramené sur la table un besoin d'orchestrer pas un chantier, plein de chantiers en parallèle avec nouvelles technologies, des nouvelles composantes. Là, tu n'as pas mentionné, mais il y a le tunnelier en soi, il y a les pods de lancement. Il me semble qu'il y a une panoplie comme ça d'éléments qu'il fallait gérer en parallèle. Oui, qu'il fallait gérer, développer. Oui. Qu'on avait introduit dès le début. Les poutres de lancement, je me souviens mes premières conversations avec les ingénieries qui travaillaient avec nous. Qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais on va peut-être pas pouvoir faire ça. Écoutez, ça se fait ailleurs dans le monde, il y a ça, il va falloir que ça puisse... Il faut le faire parce que sinon... On rentre pas dans les délais. Ouais, ça va durer 15 ans ou 20 ans, c'est impossible de réaliser le projet comme ça. Il y a des sous-traitants chez qui il faut organiser, ils sont spécialistes de préfabrication, mais il faut leur amener la technologie pour faire des poutres de lancement. Tout cet ensemble-là, aujourd'hui, c'est une réalité, ça existe. Même la technologie, le métro léger 100% automatisé GOA4, là, je suis un peu technique, mais ce mode-là de transport est moins familier. On est habitué à un métro lourd souterrain, on est habitué à des autobus, un système de train, mais juste le choix technologique, ça va être aussi une nouveauté là, que les gens vont embarquer dans un métro sans chauffeur, qui va traverser comme ça le paysage. Ça aussi, c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté. C'est aussi une nouveauté, ça sera une première dans un climat tel que Montréal. Exact. Ça existe nulle part ailleurs. On a dû faire certains choix techniques pour être certain que ça fonctionne. On a fait tous les tests. Là, on a eu de la chance cet hiver. Il y avait beaucoup de... Oui. Ça fait un moment qu'on teste des trains dans l'hiver, mais les trains dans les conditions hivernales, ça, je pense que c'était derrière nous. Mais là, cet hiver, ce qu'il fallait tester, c'était l'ensemble du système dans les conditions hivernales. Jean-Marc, j'aimerais t'entendre. Tu m'as déjà dit qu'il fallait faire attention dans des grands projets, de ne pas non plus tomber amoureux du projet. Parce que là, à un moment donné, on perd une perspective, on devient très passionné. Moi, je suis très passionné, donc c'est facile pour moi. Puis j'avais retenu tout ça, que c'est vrai qu'il faut garder une saine distance par rapport à garder une objectivité, puis pas non plus être trop collé sur le projet. Donc, le projet du REM, tu as dit c'est des décisions. J'ai l'impression que prendre des décisions, ça vient aussi avec des fois des choix puis donc des critiques. Il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Je sais que des employés, moi-même, des fois, c'est difficile de faire « Oh, OK, quand même, il me semble qu'on travaille fort, on a la main sur le cœur. » Toi, comment tu as vécu ça, cette période-là, des fois plus difficile, où on a l'impression que, ouf, quand même, il faut porter le projet, pas tout seul, mais de l'avancer. Il y a comme un peu un acte de foi à faire. Je ne sais pas qui, c'est un philosophe qui dit dans les moments de vrai courage, il n'y a jamais de témoin. Ça n'existe pas. Ça fait partie de l'histoire et du système normal des projets. Je pense qu'il faut garder la vue de dire oui, s'en détacher un peu, parce que ce qui importe à la fin, c'est juste le résultat final. Puis c'est le projet qui est important. Que le projet se déroule, etc. C'est pas l'ego individuel. C'est pas très important. Ouais. C'est ça qui est important, c'est le projet. Jean-Marc, c'est pas fini le REM. On est à l'aube de la mise en service sur la Rive-Sud. Tu as dit qu'il y a d'autres étapes. Il reste tout l'ouest de l'île, l'aéroport. Si je prends un recul en tout et pour tout, peut-être on a dit dans l'espace public, peut-être vers 2027, on devrait s'attendre à un réseau en entier environ, là, si j'inclus l'aéroport qui a été le dernier.
2027, 2016, c'est à peu près 10-11 ans. 10-11 ans pour bâtir ça. Est-ce que tu as l'impression que il y a d'autres projets qui se sont faits à une telle vitesse? Non, pas d'où on est parti, mais ça va me mettre un peu plus rapide que ça. Mais oui, mais c'est ça. Là, je pousse à l'extrême parce que l'aéroport, je pense qu'il y a des délais avec ADM, Ouais, parce etc. je pense que 2024, tout le système sera en service, à l'exception de la branche de l'aéroport. Je me suis permis de nous garder la réserve de l'aéroport parce qu'on contrôle un peu moins ça. On ne contrôle pas la... Mais n'empêche, quand tu y penses, peu C'est beaucoup. importe, rendu là, c'est 10 ans pour 67 km avec le contexte, tout ça. Si je prends juste un recul, c'est rapide quand même. C'est très rapide. Puis ça, encore une fois, c'est juste le travail et les gens qui se sont dédiés à faire ce projet, puis à faire qu'il se réalise. Puis il n'y a pas de... Tous ceux qui ont travaillé sur le projet l'ont fait. Ou travaillent encore, là. C'est juste ça qui fait la différence. Jean-Marc, merci. Merci pour cet entretien. C'était un moment que j'avais hâte parce que justement, tu as ce regard-là depuis plusieurs années. Tu es là depuis le début, puis j'ai l'impression qu'au début, il y avait peut-être un peu un sentiment de vertige. Je disais, c'est vaste, qu'est-ce qu'il faut? Le mandat est impressionnant, mais on est aujourd'hui, peut-être pas la fin, mais quand même un premier pas de géant qu'on va franchir sous peu avec la Rive-Sud. Donc, merci beaucoup pour nous avoir un peu expliqué où est-ce qu'on en était puis ce qui s'en vient. C'est moi. Ça m'a fait bien plaisir. Merci. On conclut l'épisode de Prochaine Station avec Rose, notre conseillère communication numérique. Rose, aujourd'hui, on parle quand même d'un élément important pour l'équipe, c'est l'accessibilité universelle. Je dirais même l'accessibilité pour tous. Parce que quand on bâtit un réseau de A à Z de transport collectif, on a eu l'occasion comme ça d'avoir dès le jour 1, dès le départ de la conception, cette sensibilité-là pour être sûr que pour tout le monde, ça soit facilement accessible. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé dans le cadre du REM? Oui, bien, l'accessibilité universelle, ça veut dire, on pense des fois aux personnes handicapées, que ce soit des personnes qui ont une limitation visuelle ou des personnes en fauteuil roulant, mais c'est aussi les mères avec une poussette, les personnes avec un vélo. Une grosse valise pour aller à l'aéroport aussi, oui, là. Tous ceux et celles dont la mobilité, justement, elle est réduite, comme dit l'acronyme PMR, personnes à mobilité réduite. Finalement, c'est pour beaucoup, beaucoup de monde. C'est pour beaucoup de monde, plus qu'on pense, en fait. Puis, je vais donner quelques exemples pour commencer. Bien, dans les stations, même les stations, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour, justement, aider ces gens-là. Je donne quelques exemples. Premièrement, il y a les chemins de guidance. Les gens vont facilement le remarquer. Là, c'est des espèces de tuiles au plancher qui sont texturées et qui permettent aux gens de longer, de suivre ces parcours-là, qui les amènent soit devant les voitures pour embarquer à bord ou aux entrées ou sorties. Oui, souvent à Montréal, même au niveau des coins de rue, là, les saillies de trottoir, je pense qu'on voit un peu cette idée-là de créer du relief là, dans la chaussée pour se retrouver. Là. C'est ça, exactement. Autre exemple, il y a aussi les parcours piétons qui sont libres d'obstacles parce qu'une autre des techniques, c'est de longer les murs. Ouais. Et nous, on s'est assuré de libérer justement ces endroits-là d'obstacles pour que les personnes qui suivent cette technique-là puissent facilement longer les murs pour se rendre justement à la sortie ou à bord. Sinon, il y a aussi le fait que les portes-palières vont... Bien, les portes-palières, déjà, le principe, c'est des portes qui s'ouvrent à l'arrivée de la voiture et qui se ferment aussi lorsqu'elle part. Mais en fait, ces portes-là vont empêcher aux gens de tomber littéralement. Exact. Ceux qui ont des limitations visuelles, ça bloque l'entrée quand la voiture n'est pas là. C'est plus sécuritaire, en effet. La lumière, elle a aussi été pensée. Okay. Donc, ça, moi, j'ai appris ça en préparant la chronique. Oui, c'est ça, je ne savais pas non plus. Oui, en fait, la lumière, ils ont tenu compte de l'ensoleillement pour, oui, faire en sorte que la lumière soit suffisante. On le sait, là, les stations du REM sont hyper lumineuses, mais juste assez pour pas qu'elles soient éblouissantes. Pour, justement, les personnes avec une limitation visuelle, c'est meilleur pour ces personnes-là. Puis là, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais ce qui est quand même très, très important puis qui fait toute la différence, c'est que les 26 stations vont être munies d'ascenseurs. Oui, bien oui, ça, c'est essentiel. Là. C'est essentiel pour les personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi quelques stations qui vont avoir des escaliers automatiques. Là, tu parles des stations, mais il y a aussi les voitures auxquelles il faut penser. Il y a aussi les voitures. Il y a d'autres aussi petits détails dans les voitures qui ont été réfléchis pour accommoder ces personnes-là. Je pense entre autres aux points d'appui, qui sont des poteaux verticaux, des barres qui sont multiples pour que les gens puissent se tenir
avec ces points d'appui-là. Il y a aussi des sièges qui sont réservés, on le voit aussi dans le métro de Montréal, c'est un peu le même principe, qui sont réservés aux personnes à mobilité réduite en priorité. Il y a de la place pour les fauteuils roulants, pour les poussettes aussi, qui vont être, si je ne me trompe pas, à l'avant des voitures. Exact. C'est fou, hein? C'est là qu'on voit, là, il y a tellement de détails. Moi, je me rappelle, à un moment donné, ils nous avaient présenté la suspension des voitures, parce qu'une suspension, ça vient s'écraser un peu avec... Bien, ça s'écrase, ça se baisse quand il y a beaucoup de monde. Puis il y a un facteur d'automatisation pour que la marche là, pour rentrer dans la voiture soit toujours au niveau des quais. Parce que quand on rentre avec une chaise roulante, une poussette, bien justement, il ne faut pas qu'il y ait il y a un rebord où il y a un différent niveau. Là, il faut vraiment toujours que ça soit à niveau. Donc, il faut penser à tous ces détails-là. Oui, puis dans les détails, il y a les couleurs aussi. Les couleurs ont été pensées pour que des fois, il y ait des contrastes très, très forts pour justement les localiser rapidement, ces barres d'appui-là. Localiser rapidement aussi les sièges qui sont réservés. Donc, c'est des couleurs distinctives qui sont plus fluo. Là, c'est un vert jaune fluo. Oui, très... Puis c'est un travail, on continue. Hein. Là, nous, dans notre équipe, on a une personne qui travaille là-dessus. Là, c'est vraiment son dossier. Il est en communication parce qu'il faut être ouvert. Là, le REM, ça va être, on va l'ouvrir en différents secteurs, mais sûrement que quand les gens vont commencer à aller dans le réseau, ils vont avoir des commentaires. Donc, c'est un peu l'idée, là, c'est d'avoir cette porte ouverte puis ces oreilles, en fait, ouvertes là aux commentaires. Là. Puis toi, tu avais même participé, je pense, avant même qu'on détermine le modèle, on avait fait des tests. On avait fait, il y a même une vidéo qui avait été produite de Destination REM avec les gens qui avaient conçu la voiture pour tester. Là, on avait monté un environnement d'une voiture à l'époque avec des boîtes en carton parce que la voiture n'était pas montée, juste pour voir les espaces, est-ce que ça fonctionne. On avait pris beaucoup de commentaires, mais je dirais même encore aujourd'hui, il y a des commentaires là, qu'on entend puis qu'on essaye d'ajuster. Donc, jusqu'à la fin, il faut toujours être attentif à ces différents besoins-là parce que c'est littéralement des besoins. Puis je me rappelle une phrase marquante, elle a dit, mais en répondant à ces besoins-là, vous ne doutez pas à quel point vous répondez aux besoins de tout le monde. Puis c'est ce que tu dis en entrée de jeu. Si on pense à certains détails, mais au bout du compte, c'est tout le monde qui en bénéficie. Donc, oui, c'est des efforts continus, mais au final, ça sera tout simplement plus accessible pour tous. Merci, Rose. Merci. Prochaine station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.